Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Merci beaucoup de vous être connectés à l'heure. Soyez les bienvenus à notre séminaire web Changement climatique et filière nutritionnelle dans la région Asie-Pacifique. Nous allons enregistrer ce webinaire. Veuillez vous présenter dans le chat. Dites-nous d'où vous vous connectez, qui vous êtes, de façon à savoir qui est connecté à cet appel. Et nous vous prions de bien vouloir mettre vos téléphones en sourdine pour mieux utiliser la bande passante. Veuillez partager vos questions et vos commentaires si vous avez des réflexions ou des questions. Vous pouvez prendre contact avec nous pour vous répondre. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Nous tenons à remercier Cepotrek d'avoir fourni les interprètes Claudia Acevedo en français, Carmelo Velasquez en espagnol, Hermila Toubi en arabe. Merci aux interprètes. Ici, vous allez voir les instructions pour avoir accès à l'interprétation. Vous devez chercher l'icône du globe et choisir le canal de votre préférence. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Ce webinaire web est organisé de façon conjointe par le Cluster mondial sur la nutrition et les différents membres de travail sur la justice climatique. Nous avons l'UNICEF, nous avons Save the Children, vous allez voir aussi d'autres organisations sans lesquelles il serait impossible d'organiser ce webinaire. Voici l'ordre du jour. Nous allons commencer par une bienvenue, ensuite notre première présentation sur l'épreuve. Et nous allons faire un sondage et nous allons entendre les cas d'études de Vanuatu. Nous allons avoir ensuite nos questions-réponses et les prochaines étapes. Maintenant, je donne la parole à Andrea Bernardo qui va nous expliquer l'importance de trajectoire ou des filières nutritionnelles dans les changements climatiques. Andrea est responsable de la recherche, de l'évaluation et du suivi au Bureau régional pour l'Asie et pour les Pacifiques du Programme alimentaire mondial. Merci beaucoup Myriam, merci au Cluster mondial sur la nutrition pour cette occasion de nous réunir. J'espère que mon son est bon, que vous m'entendez bien. Alors, je commence. La question consiste à combiner deux concepts qui parfois sont considérés ensemble par quelques agences, mais à un moment donné, selon les circonstances et les autres acteurs, ces deux concepts sont tenus en considération de façon séparée. Nous parlons de la nutrition et en fait, nous sommes dans ce webinaire organisé par les clusters mondiaux sur la nutrition, mais nous savons aussi que la nutrition fait partie du domaine de travail du Programme alimentaire mondial. Mais nous nous centrons également sur l'analyse dans le domaine qui fait partie de ma spécialité, mais aussi sur la façon d'intervenir quand il s'agit de sécurité alimentaire, tout en prenant en considération le phénomène du changement climatique qui est en constante évolution et tous les défis liés à cela et l'effet que tout cela peut avoir sur la nutrition. Voilà les domaines de notre étude depuis un bon moment déjà. Et je voudrais partager avec vous le contexte de ce thème. Il y a quelques années, nous avons fait une intervention de façon conjointe avec plusieurs de partenaires qui sont ici dans notre webinaire et nous avons essayé d'explorer quelle était la situation et l'intersection entre ces deux domaines, tout particulièrement en ce qui concerne la région de l'Asie-Pacifique? L'un des aspects est l'aspect nutritionnel. Je sais que je ne suis pas en train de dire des choses que vous ne connaissez pas, euh, que vous connaissez très bien d'ailleurs, mais dans la région Asie-Pacifique, nous avons des défis importants car nous avons les taux de malnutrition les plus élevés du monde. Nous voyons qu'il y a des niveaux importants de sous-alimentation qui arrivent
à des chiffres assez alarmants. Et en ce qui concerne aussi le problème de poids et des maladies non transmissibles. Donc, il y a différents défis qui sont là. Et le PNUD, dans son rapport en 2024, a fait mention du changement climatique en disant que c'était une menace euh, sérieuse pour la région Asie-Pacifique. Ils ont abordé le thème de catastrophes naturelles ou de phénomènes adverses liés au climat et l'impact économique de ces phénomènes. Et nous nous sommes posé des questions dans ce groupe de chercheurs qui ont décidé de travailler ensemble il y a quelques mois. Nous nous sommes posé la question, est-ce qu'il y a un lien, est-ce qu'il y a une relation probable entre les phénomènes liés au changement climatique et les changements du climat et l'impact économique et quel en est l'impact aussi sur la nutrition, quelles sont les relations ou les liens entre ces deux. Et le plus important, quelles seraient les filières qui nous permettraient d'intervenir là dans les deux domaines afin d'améliorer l'aide que nous pouvons porter. Et l'idée serait donc de vous donner en résumé des preuves disponibles. Nous avons commencé par une révision de la littérature et par l'identification des, du matériel que nous avions déjà, mais il fallait aussi que l'on se concentre sur les prochaines étapes. Quelles étaient les voies que nous pouvions identifier pour identifier des opportunités pour l'intégration, pour passer des filières nutritionnelles afin de développer les interventions. Donc, voilà ce que nous allons partager avec vous. Il s'agit d'une analyse que nous avons menée à bien et nous pensons que cela pourrait être très utile pour le programme alimentaire mondial. Et j'espère que les participants qui sont avec nous aujourd'hui pourraient trouver de l'intérêt dans cette information que nous mettons à votre portée pour les autres partenaires aussi qui travaillent tout particulièrement dans le domaine de la nutrition. J'assume que cela fait partie de la plupart de nos participants aujourd'hui, mais aussi par rapport aux problèmes liés au climat, réduction des risques de catastrophes et les actions pour prendre de précautions. De cette façon-ci, nous pouvons mieux travailler ensemble, avoir des résultats sur la nutrition qui sont plus ciblés. Et la recherche a été vraiment un défi, et c'est ce que je tenais à vous dire tout d'abord, hein, avec mes collègues qui vont vous expliquer comment nous avons procédé dans les cadres de cette recherche et comment nous avons pu identifier ces domaines. Donc, sans plus de préambule, en fait, je suis en train de partager avec vous les questions que nous nous sommes posées parce que nous voulions recueillir des informations pour trouver des réponses, pas des réponses définitives, mais nous voulions avoir quelques idées afin d'approfondir notre recherche, car il s'agit pour nous d'un domaine passionnant. Mais en tout cas, nous voulions aboutir à des conclusions que nous puissions traduire en des réponses positives. Alors, nous avons trouvé de l'intérêt, de la valeur dans cette recherche que nous avons menée. Et je vais donner maintenant la parole à Mary Scarmanger. Elle est chercheuse principale avec plus de 20 ans d'expérience dans la nutrition mondiale, dans la communication et dans les politiques du plaidoyer. Elle se penche tout particulièrement vers l'éducation infantile et nutritionnelle. Elle est chercheuse principale et directrice adjointe de DICODA. Il s'agit d'un allié avec lequel nous avons travaillé et l'idée donc est de développer des idées novatrices et avoir un impact sur la nutrition. Marie, alors c'est un plaisir de vous donner la parole.
Merci beaucoup, Andrea. Je m'appelle Marie Mangère et je vous souhaite la bienvenue au nom de Dicota. Je suis chercheuse principale, comme l'a dit Sandro, et je tiens à reconnaître le travail fait par Christy Smith, la directrice de Dicota, Sophie Dubé, pour la contribution qu'elles ont faite au travail que nous avons réalisé. Un grand merci à Save the Children aussi pour tout l'appui qu'ils nous ont donné par rapport aussi aux informations que nous avons reçues de Vanuatu. Je voulais commencer parce que nous savons déjà, les changements climatiques va accroître la prévalence de la dénutrition dans la région Asie-Pacifique. Les prévisions d'ici à 2050, c'est que 11,2 millions d'enfants seront sous-alimentés. 2 millions d'enfants supplémentaires souffriront d'un retard de croissance et en outre, 44 millions d'années de vie corrigées de l'incapacité seront perdues en raison de carences nutritionnelles et plus de 400 000 personnes mourront de maladies liées au climat. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut développer des filières pour la nutrition. Dans l'Asie-Pacifique, nous sommes confrontés à un triple fardeau de malnutrition avec des niveaux élevés de retard de croissance chez les enfants, des carences en macronutriments et une crise croissante de surpoids, d'obésité et de maladies non transmissibles. Le changement climatique est un accélérateur de ce processus car il perturbe les systèmes alimentaires, sanitaires et sociaux et aggrave les inégalités. Et pour faire face à cette crise, il faut adopter une approche qui tienne compte des systèmes interconnectés et qui soutienne les réponses multisectorielles. Et ces filières permettent de faire donc cette connexion entre les financements intégrés et les indicateurs communs. Et c'est comme ça que nous pouvons avoir une approche multisectorielle. Nous mettons l'accent sur les preuves et les actions à prendre entre les systèmes d'atténuation pour éviter des problèmes tels que les maladies diarrhéiques et une optique partagée. Et ces indicateurs nous permettent de recueillir des informations sur les facteurs climatiques et les résultats en matière nutritionnelle. Par exemple, nous avons les risques climatiques qui ont un impact sur 4 systèmes clés, les agroalimentaires, la santé, l'eau et l'assainissement, les protections sociales. Et ces perturbations donc se traduisent en cascade par de multiples formes de malnutrition. Et si jamais il y a une défaillance dans un système, il y a une voie, une filière qui nous permet de pallier à la situation. Alors, les filières, heu, dans les cadres de la nutrition, climatique, se concentrent à établir donc un lien entre ces facteurs climatiques et les résultats en matière de nutrition. Les changements climatiques, comme je l'ai déjà dit, a un impact sur l'agroalimentaire, la santé, l'eau et l'assainissement et la protection sociale. Il y a aussi des perturbations qui se traduisent en cascade par de multiples formes de malnutrition, surtout la malnutrition chez les enfants âgés de moins de 5 ans, chez les femmes allaitantes et enceintes, carence en micronutriments, etc. Cette diapositive nous montre les, un schéma qui met en relation ces facteurs-là. Si nous combinons ces éléments ici, nous pouvons identifier des points entrées pour des coordinations coordonnées et faire des interventions à triple nature. Et ces types de situations se présentent dans des contextes particulièrement vulnérables avec des populations atteintes de problèmes de malnutrition. Dans l'Asie-Pacifique, nous voyons une incidence importante dans le non, dans les différents domaines. Et le changement climatique sera différent selon les contextes. Maintenant, nous voulons vous décrire chacune des filières
en commençant par le système agricole. Ici, bien évidemment, il s'agit de la production alimentaire, d'accès et la nutrition sous pression. Il est difficile de résumer tout cela dans une seule diapositive, mais je vais essayer. Les risques de changement climatique tels que les sécheresses, les inondations vont avoir comme résultat un nombre moindre de cultures et nous allons voir aussi qu'en raison de l'augmentation du CO2, il va y avoir un changement dans les prix, il y aura plus d'insécurité alimentaire en raison de la perte d'éléments importants, la perte du bétail, la perte aussi des micronutriments et il y aura des lacunes qui vont persister et en ce qui la, en ce qui concentre l'Asie-Pacifique, il est prévu qu'il y aura des problèmes de sécurité alimentaire en raison du changement climatique. En ce qui concerne le coût d'une diète saine, les changements climatiques risquent de faire augmenter le panier des produits euh, élémentaires de 30% d'ici 2050. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Maintenant, voyons la filière du système de santé. Alors, il s'agit ici de risques climatiques pour les services de santé et leurs résultats. Les conditions météorologiques extrêmes auront un impact sur la nutrition de la mère et de l'enfant. Les éléments climatiques peuvent aggraver les maladies chroniques, réduire la couverture vaccinale et augmenter les risques de naissance. Et il existe des preuves solides de l'interruption des services et de la sous-nutrition, tout particulièrement l'impact des vagues de chaleur qui débouchent sur l'obésité et les maladies non transmissibles. Et un exemple serait les îles Salomon. Nous avons recueilli des données et les communautés ont signalé l'augmentation d'inondations qui portent atteinte aux installations et aux fournitures sanitaires. Et les inondations causent aussi des dommages sur les routes. Et cela perturbe évidemment l'accès. La communauté doit s'appuyer sur des services de santé de proximité. En ce qui concerne la filière du système de santé, alors, l'eau est la base essentielle pour la résilience et les conditions météorologiques extrêmes, les vecteurs de maladies et les interruptions de services ont un impact sur la nutrition de la mère et de l'enfant et aussi les maladies transmises par l'eau telles que la diarrhée augmentent. Si nous prenons tout cela ensemble, nous le concentrons dans un seul exemple, si nous nous centrons sur la nutrition et sur, par exemple, les îles Salomon, Vanuatu, nous allons constater que le climat va donc déclencher des perturbations considérables. Euh, les installations, les fournitures sanitaires en seront affectées et nous allons voir aussi la difficulté d'avoir accès aux eaux souterraines. Et l'eau salubre, donc, serait rare. Il y aurait un problème avec la salinisation, la contamination et la pénurie liée au climat qui réduisent la productivité agricole. Donc, tout cela va avoir un impact sur les cultures et les maladies transmissibles par l'eau, par exemple la diarrhée, posera un impact, un impact direct sur l'absorption des nutriments. La salinisation donc constante, la contamination
Et les programmes de culture insuffisants peuvent avoir un impact important. Alors, un risque peut avoir un impact sur les maladies diarrhéiques, sur les insuffisances nutritionnelles. Et en l'absence de protection sociale adaptative, les ménages vont donc adopter des stratégies d'adaptation négatives. Par rapport à la protection sociale, le parcours d'action anticipé, alors les familles vont peut-être ne pas avoir tout leur repas. euh, et comme exemple, aux Philippines et au Bangladesh, nous avons vu aussi des transferts d'argent anticipés avant les typhons dans les cas des Philippines et dans les cas du Bangladesh, des compléments en espèces pour la nutrition pendant les inondations. Et nous allons voir de plus en plus de transferts de liquide mobile en 2019 et nous avons vu une consommation plus élevée d'aliments et parce qu'il y avait effectivement cette filière qui avait été créée et des niveaux plus faibles de perte de minéraux et moins de stress psychologique. Donc, cela montre l'importance de l'investissement dans la protection sociale et les filières d'action anticipées. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Comme il a été soulevé au début de la présentation, il est très important d'avoir une optique transversale de l'équité parce que l'inéquité n'est pas ressentie de la même façon dans la nutrition et dans les questions climatiques. Les populations marginalisées, les femmes, les jeunes, les personnes handicapées, les citadins pauvres sont confrontés à des vulnérabilités multiples dans toutes les filières. Le rôle sexuel influence la production alimentaire et les soins et la prise de décision. Et le système agroalimentaire implique qu'il faut mettre d'abord les meilleurs de fond et cela pourrait avoir un impact sur les risques. Et dans les cas de Vanuatu, la charge de travail des femmes a augmenté à mesure que les pressions climatiques s'intensifient et l'handicap donc aggrave les obstacles à la nutrition et aux soins. Par rapport à la santé, donc il y a des risques de perte, de faible poids à la naissance des enfants et des actions d'anticipation dans le domaine social. Nous devons savoir que le transfert de liquide pourrait aider les femmes, mais l- pas toutes les populations marginalisées peuvent être couvertes parce que certaines populations peuvent être rendues invisibles. Et il peut y avoir donc le besoin de concevoir des sauvegardes pour les populations marginalisées qui sont parfois invisibilisées. Donc, il y a des synergies et des compromis entre ces filières. Il y a des gains multiples et aussi des risques potentiels. Quelques interventions touchent plusieurs systèmes. Je vais vous donner deux exemples ici. Le repas scolaire diversifié qui ont un impact sur l'alimentaire et la santé. Et le, la réduction des émissions de gaz à effet de serre aussi, la taxation de la viande rouge qui pourrait avoir un impact sur la réduction de gaz à effet de serre, mais qui aurait donc un impact chez les enfants en moins de 5 ans et les femmes allaitantes de grossesse.
Donc, il existe des compromis, par exemple l'enrichissement par rapport à la production locale et besoin d'outils pour cartographier les impacts et optimiser les bénéfices. En ce qui concerne les données prioritaires et lacunes en matière de recherche, il y a quelques limites en ce qui concerne la surcharge pondérale et obésité, l'insécurité alimentaire et l'obésité en milieu urbain, les parcours de nutrition maternelle et la surveillance intégrée du climat et de la nutrition. D'où la nécessité d'une production interdisciplinaire de preuves plus solides combinant l'expérience vécue, les outils de calcul de coûts, du régime et les risques. Alors, la feuille de route. Bien évidemment, chaque filière propose des actions et des opportunités au niveau des systèmes, tels que le renforcement des systèmes alimentaires locaux, le développement de filets de sécurité réactifs au chaos et des infrastructures de santé à l'épreuve du climat. Donc, il faut trouver un équilibre entre les projets pilotes à gain rapide et les réformes politiques et systémiques à long terme. Et pour s'aligner sur la programmation du programme alimentaire mondial, euh, chacune de ces actions proposées peuvent être cartographiées selon les sources de financement telles que les euh, bons de transfert de liquide et aussi des programmes de transfert de menus, la sécurité de l'eau, ce qui a trait avec la collecte des eaux de pluie. Et le plaidoyer est important à cet égard de dire qu'il n'y a pas une seule action peut être un accélérateur pour les messages donnés par le programme alimentaire mondial et WASH dans les cadres des ODD 2030. Nous devons aussi inclure des indicateurs nutritionnels et faire donc des rapports de suivi. Et nous voulions vous montrer les publications. Il y en a une que vous pouvez trouver dans le site web du Programme mondial d'alimentation, Insights and Actions for Asia Pacific, et un manuscrit qui est en cours de correction euh, sur les filières et le cadre de filière que nous vous avons présenté ici. Prochaine diapo. Et voilà ce que nous avions à vous présenter. Et maintenant, je vais donner la parole à Dikoda et Marianne. Merci beaucoup de nous avoir expliqué ces filières. C'était vraiment très clair. Nous allons prendre quelques minutes pour l'enquête prochaine. Alors, n'hésitez pas à insérer vos commentaires et vos questions dans le questions-réponses. Nous y reviendrons à la fin du webinaire, hein. Donc voilà, nous allons ouvrir notre enquête d'aujourd'hui. Alors, la question qu'on vous pose serait la suivante. Quel est le système sur lequel votre organisation se centre le plus? Nous vous demandons de choisir un de ces systèmes. Le premier, c'est le système alimentaire. Le deuxième, le système sanitaire, de santé, pardon. Le troisième, c'est le système sanitaire et de l'eau. Le quatrième serait le système de protection sociale et d'action d'anticipation. Le cinquième, des actions multisystèmes. Et le dernier, peu ou aucun accent sur le changement climatique et la nutrition. Donc, nous vous donnons quelques secondes, quelques minutes pour répondre à cette enquête. Alors, nous avons à peu près la moitié des questions qui ont été répondues. Nous commençons à recevoir les réponses, hein. Il y en a qui disent que la dernière option, pas d'accent ou très peu sur le changement climatique et la nutrition.
Nous allons dans quelques secondes afficher les résultats. Très bien, je vais fermer donc l'enquête. Peut-être que vous pouvez commenter sur ce que vous voyez. Est-ce que ces résultats vous étonnent ou vous vous y attendiez? Nous pouvons vous donner la parole. Et s'il n'y a pas d'intervention, nous pouvons passer à la prochaine présentation. Oui, les systèmes alimentaires a recueilli le plus de voix, les actions multisystèmes en deuxième lieu. Personne n'a choisi le système de l'eau et de l'assainissement, ce qui me surprend. Et très peu ont coché sur la dernière option, c'était peu d'accent sur le changement climatique et la nutrition. Alors, très bien. Passons à notre étude de cas du Wanatu. Tracy va nous présenter ce cas. Tracy est conseillère technique en santé et nutrition pour la région Pacifique chez Save the Children en Australie-Vanuatu. Vous avez la parole, Tracy. Merci Myriam. Bonjour. Bon après-midi. C'est un plaisir de vous présenter les résultats de Vanuatu et je tiens à remercier l'équipe organisatrice de notre séminaire. La région de l'Asie-Pacifique est une zone critique, tout particulièrement lorsqu'il s'agit de quelques îles qui ont une population importante. Nous sommes confrontés à un triple risque de catastrophes, l'intensification des cyclones et des ondes de tempête, les inondations et les sécheresses et l'érosion côtière de l'élévation du niveau de la mer. Le changement climatique va avoir un impact accru sur les enfants de moins de 5 ans et selon les données que nous avons recueillies, l'étude de Save the Children nous a aidé à mettre en place des programmes d'intervention en tant qu'acteurs qui travaillons dans la sécurité et les programmes de nutrition dans le Pacifique. Et j'espère que certains d'entre vous êtes familiarisés avec ce programme. Nous avons travaillé en Vanuatu, aux îles Salomon et Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et cela fait partie de l'étude que nous voulons vous présenter aujourd'hui. Et comme Marianne a soulevé, nous venons de recueillir ces données en cette année. Il s'agit des données assez récentes qui seront publiées. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Alors, le Vanuatu est un petit pays insulaire de 320 000 personnes, population à peu près. Nous sommes éparpillés sur 18 îles. Nous sommes situés à la côte est de l'Australie et selon le World Risk Index, nous avons de plus en plus d'intensification des cyclones, des ondes de tempête, des inondations et nous avons connu un tremblement de terre en décembre l'année dernière. La malnutrition est assez élevée chez les enfants de moins de 5 ans, avec 31% de retard de croissance et 31% d'anémie, une augmentation de la surcharge pondérale de 4,9% en 2013 qui s'est placée à 9,5 en 2023. Alors, comment le changement climatique affecte-t-il la vulnérabilité nutritionnelle de mères et des enfants? Nous allons nous centrer sur la façon dont ce changement climatique affecte cette vulnérabilité chez les enfants de moins de 5 ans au Vanuatu et nous allons aussi parler d'autres critères que nous avons considérés. Et notre étude a donc suggéré quelques-unes des réponses, mais nous voulions savoir aussi quelle était la perspective des communautés sur cette question. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Nous avons recueilli des données de 4 sites représentatifs. Nous avons eu donc
de population placée dans le littoral urbain, littoral rural, les régions rurales de l'intérieur, dans deux d'entre elles, et nous avons interviewé des mères, les pères et les grands-mères. Nous avons fait donc une cartographie communautaire avec des participants mixtes et nous leur avons enquêté sur l'impact nutritionnel, sur l'escarcité des ressources et nous avons aussi effectué 11 entretiens avec des ministères, des ONG, des organisations de la société civile locale pour recueillir aussi leurs expériences et leurs perspectives. Prochaine diapo. Voici une diapo pour vous montrer un peu la façon dont nous avons compilé les données. À droite, nous avons marqué les problèmes principaux et les solutions potentielles, ainsi que les éléments en commun et tout ce que nous avons constaté dans les zones côtières. Nous avons aussi travaillé sur une carte des différentes effets et conséquences. Nous avons donc réalisé une analyse en prenant en considération surtout l'élément de l'infrastructure, l'hygiène, l'alimentation, etc. Nous avons pu identifier des filières qui ont déjà été créées, qui créent déjà quelques impacts positifs. Les chocs climatiques, par exemple, les cyclones, les inondations, détruisent régulièrement les jardins et les arbres fruitiers, ce qui retarde la replantation et réduit l'accès aux aliments nutritifs locaux. Et cela donc augmente la dépendance. Il y a une dépendance croissante à l'égard des aliments transformés tels que le riz, les poissons en conserve, les snacks sucrés, qui est à l'origine de la dénutrition et la surcharge pondérale. Et tout cela aussi nous mène à la conclusion suivante. Lorsqu'il y a un cyclone, nos bananes, ils nous ont dit, nos bananes, notre taro, notre manioc et nos choux verts sont endommagés. Après le cyclone, il n'y a plus de légumes frais ni de racines locales à manger pour les familles. Les enfants et les personnes vivant avec le VIH ne peuvent manger que des aliments achetés en magasin. Et nous avons ici identifié les changements à évolution lente, tels que la dégradation du sol, l'intrusion d'eau salée aussi. Il y a une filière que nous avons identifiée par rapport aux systèmes alimentaires. Donc, les familles avec réserve peuvent partager leurs aliments avec les autres membres de la communauté. Nous avons vu qu'il y avait une culture du partage assez solide, mais nous avons eu quelques reculs en 2020-2023 en raison de l'impact des cyclones sur les cultures. Et ce sont des années qui nous disent qu'ils ont eu du mal pour se procurer les moyens de subsistance et pour se procurer aussi des aliments pour la cuisson, hein. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Alors, par rapport aux filières des systèmes WASH, nous nous sommes rendus compte que les problèmes, leur dérèglement climatique avaient un impact sur l'infrastructure des lots. Les sources d'eau sont peu fiables et dangereuses dues à la contamination, à l'intrusion d'eau salée et à la sécheresse qui contribuent à la fréquence des maladies, en particulier chez les enfants et les personnes qui vivent avec le VIH-Sida. Le manque d'eau propre devient une charge financière parce qu'il faut payer pour l'eau ou payer pour le transport de l'eau. Et évidemment, il y a des répercussions sur l'hygiène. Et avec ceci, il y a d'impact aussi, par exemple, il y a eu une augmentation des maladies diarrhéiques, y compris les infections cutanées et les maladies transmises par les moustiques. Et aussi le besoin de payer pour l'eau
nous dit qu'il y a une diminution de ressources parce qu'il faut allouer plus de ressources à l'achat de l'eau. Dans une communauté urbaine, ils ont soulevé qu'après le cyclone, la communauté a dû payer euh, plus d'argent, 50 centimes de plus pour avoir accès à l'eau pour, dans ce temps d'urgence. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Et en dernier, la filière de système de santé. Les chocs climatiques perturbent les infrastructures de santé, tout particulièrement les chaînes d'approvisionnement, ce qui limite l'accès aux services essentiels de santé maternelle, infantile et nutritionnelle lorsque la demande est plus élevée. La pénurie chronique de main-d'œuvre, en particulier dans les zones rurales, prive les communautés des soins pendant et après les catastrophes. Parfois, il n'y a qu'une seule infirmière, ce qui s'est traduit par des visites prénatales et des contrôles de santé infantile manqués. Et aussi, euh, la communauté nous ont fait part de défaillances dans le système sanitaire, peu de contrôle des sanitaires et ce type de perturbations peuvent durer longtemps. Tout cela peut contribuer à des opportunités non saisies pour des interventions et tout cela peut aussi déboucher sur une augmentation de la malnutrition. Selon le filière de système de santé que nous avons identifié, il y a eu une augmentation des maladies respiratoires, de la diarrhée, de la déshydratation, et cela exacerbe les risques de malnutrition pour les enfants de moins de 5 ans et les personnes vivant avec le VIH. Et une autre grand-mère nous a dit, lorsque les enfants sont confrontés à ces autres maladies, cela affecte également leurs habitudes alimentaires. Ils sont moins enclins à manger et à boire de l'eau. Si le parent n'est pas attentif et que les enfants ne veulent pas trop manger, il n'y a pas d'opposition. C'est une personne de moins à nourrir dans une famille déjà débordée. Prochaine diapositive. Alors, quelles sont les implications de cette recherche? Outre le plus de preuves que nous avons pu recueillir, nous avons pu faire de recommandations que nous voulons intégrer dans nos prochaines interventions. Alors, parmi ces recommandations, une production intelligente sur les plans climatiques riches en nutriments, prioriser les femmes et les plus vulnérables, intégrer aussi des systèmes de bons d'achat ou de paniers sensibles à la nutrition dans les systèmes existants. En ce qui concerne le système de santé, intégrer des clauses relatives à l'adaptation au climat ou déclenchement d'actions de sensibilisation mobile ou renforcement des effectifs dans les plans d'urgence et les lignes directrices du secteur de la santé. Intégrer aussi des messages sur la nutrition et le climat dans les vaccinations et les soins prénatals. Et en ce qui concerne les systèmes WASH, les recommandations se centraient sur la construction, la réhabilitation de points d'eau et de latrines à l'épreuve du climat dans les zones périurbaines et éloignées, et aussi mettre à jour les codes nationaux de conception WASH afin d'exiger une résistance aux inondations et la chaleur. Tout cela permettra d'augmenter la confiance de la population. De cette façon-ci, avec la mise à jour des codes nationaux de conception, il sera plus facile de conception WASH, donc de l'assainissement et l'eau, il serait plus facile de trouver des nouveaux financements. Merci beaucoup. C'est ce que j'avais à vous présenter. Je voudrais remercier le gouvernement australien, le ministère de la Santé des Vanuatu et l'équipe de recherche d'ICODA. Je donne maintenant la parole à Domitil. Merci beaucoup. Bonjour.
Je m'appelle Domitila Koufman et je travaille avec le Programme alimentaire mondial. Je suis experte en nutrition et résilience et je fais partie du groupe de changement climatique qui a été sur pied en 2023. Donc, nous allons passer maintenant aux questions et nous allons nous centrer sur les actions concrètes que nous pouvons prendre pour réduire le problème des malnutritions en raison du changement climatique. Nous avons écouté deux excellentes présentations et nous allons accorder 30 minutes pour la discussion et nous allons commencer par vous poser une question, par poser une question à chaque panéliste et ensuite il y aura l'échange entre les participants et les panélistes. Donc, vous pouvez inclure vos questions dans la fenêtre de questions de réponse. Et si vous voulez adresser votre question à un panéliste en particulier, faites-nous savoir, s'il vous plaît, vous pouvez l'indiquer. Je suis heureuse d'avoir eu un groupe exceptionnel de panélistes aujourd'hui. Chacun d'entre eux nous ont partagé leur perspective de la recherche et je vais donner maintenant la parole aux panélistes. Notre premier panéliste serait Filippo Di Bari. Peut-être je peux inviter nos panélistes à venir, à être en ligne. Voilà, Filippo est un ingénieur italien spécialiste en nutrition et en épidémiologie. Il a travaillé récemment en tant que responsable de bureau régional au Nairobi, euh, où il a géré des actions nutritionnelles d'évaluation. Il a soutenu différents programmes en Afrique et en Asie-Pacifique en se centrant sur la nutrition, la protection sociale, la préparation aux urgences. Son travail combine les preuves avec les engagements des politiques et il se centre sur le système durable nutritionnel. Et Filippo, j'ai une question pour vous. Dans le contexte Asie-Pacifique, d'après vous, où sont les opportunités les plus importantes en ce qui concerne les filières? Merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Filippo, vous avez 4 minutes. D'accord, merci beaucoup. Alors, tout d'abord, je voulais vous dire que je parle au nom de mon équipe. Euh, alors, n- nous avons travaillé, éclairé avec les données de Programme mondial de l'alimentation et nous avons travaillé avec les populations qui étaient atteintes de malnutrition, d'insécurité alimentaire et qui étaient les plus impactées par le changement climatique, hein. Pendant les années que j'étais à Bangkok, j'ai eu le privilège de travailler avec la Banque asiatique de développement est un acteur important et dans le lien entre l'agriculture, le climat et la nutrition. Donc, nous avons essayé de nous concentrer sur ces trois domaines en même temps. Pour ce faire, nous voulions évidemment commencer par l'épreuve et nous avons constaté qu'il y avait une lacune importante. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé à Dicoda de générer l'épreuve euh, qu'ils ont partagée avec nous aujourd'hui. Il y a beaucoup à dire au niveau mondial et de plus en plus aussi au niveau régional. Mais dans l'Asie-Pacifique, il y avait une lacune et les filières ont eu un impact selon les différentes régions et domaines. C'était uniquement la première étape. La deuxième étape était concentrée avec Dicoda, consacrée à générer plus de preuves que nous avons
recueillis et dans 5 pays, le Bangladesh, le Népal, les Philippines, les Fidji et Laos. C'était très difficile de choisir lequel pays était en- avait un besoin plus urgent et, et nous l'avons aussi mis en évidence dans l'approche que nous avions parce que nous voulions donc nous centrer sur les changements climatiques et la nutrition qui en est affectée. En nous, nous, nous avons utilisé aussi des enquêtes qui ont reçu, euh, nous nous sommes centrés sur des pays qui avaient reçu des aides financières et aussi sur les actions anticipatoires selon le Programme mondial d'alimentation. Il s'agirait là euh, d'un changement dans les comportements, euh, mais aussi pendant les chocs et après. Et ensuite, nous nous sommes centrés sur les transferts. Il y avait un seul type de transfert comparé à d'autres programmes, mais c'est très important qu'ils étaient là, que ce transfert était mis à disposition, que ce soit un liquide ou un produit. Et les résultats de la note conceptuelle, euh, nous avons vu un manque de diète appropriée, le MUAC, et cela nous a permis de nous centrer sur les transferts de bons au Bangladesh, qui utilisaient différentes formes. Et je voulais, oui, il y a eu d'autres 5 notes conceptuelles qui ont été confrontées à quelques barrières et avec aussi les éléments qui déclenchaient quelques accélérateurs, mais aussi nous avons trouvé les récipiendaires qui pourraient nous soutenir. Et nous avons développé aussi des méthodes avec Save the Children. Et maintenant, nous avons les outils nécessaires pour définir le type de transfert que nous pouvons réaliser en utilisant le coût des régimes, en prenant en considération ces éléments. Merci beaucoup, Filippo, d'avoir soulevé ces opportunités. Maintenant, je vais donner la parole à Tracy de Save the Children. Tracy, allez-y. Tracy, en fait, elle est conseillère technique en santé et nutrition. Cela fait plus d'une décennie qu'elle soutient les interventions de nutrition infantile et maternelle. Et outre le rôle qu'elle joue à Save the Children, elle a un doctorat dans l'université Pacifique. Et nous avons entendu parler du travail que vous avez réalisé au Vanuatu. Sur la base de ce travail, quels sont quel est le soutien spécifique dont les travailleurs pourraient avoir besoin, de travailleurs qui sont en première ligne, les fournisseurs de santé et autres, pour pallier aux difficultés exacerbées par le climat? Bon, je pense que les filières que nous avons identifiées pourraient nous permettre déjà un point de départ pour des actions sur les terrains. Je suggérerais que toutes les personnes qui sont sur les terrains euh, devraient être conscientes de la façon dont le climat exacerbe les problèmes de nutrition. Nos programmes et nos partenaires doivent prendre en considération ces éléments clés pour développer des solutions contextualisées et aussi des innovations pour répondre à ces risques, tout particulièrement les limites en matière de logistique dans le Pacifique. Nous devons améliorer les systèmes d'alimentation pour que les personnes ne se sentent pas donc forcées à utiliser des aliments qui ne sont pas, qui n'ont pas des micronutriments nécessaires, hein, et aussi l'utilisation des aliments traités et industrialisés. Et
ce qui concerne le processus d'aliments, de stockage, doivent être acceptables au goût de la population dans euh, ce type de situation, des crises. Il faut se préparer aussi. Et aujourd'hui, je parlais avec un coordinateur de l'un des projets dans les îles Salomon et il nous parlait d'une méthode locale de désalinisation des terres dans les communautés côtières. Certaines communautés utilisent euh, une méthode de traitement pour réduire le taux de salinisation. Je ne sais pas si cela marche dans d'autres cas, mais apparemment, ça marche très bien pour les communautés locales. Et cela aide à pallier également les défis par rapport à la cuisson des aliments et autres. Il y a un besoin de recherche des données pour informer la conception de projets résilients au climat. Je pense toujours au changement climatique quand je participe à la conception d'un nouveau projet. Nous devons toujours prendre en considération ces éléments-là. Et par rapport au projet, nous devons nous centrer sur les domaines qui vont avoir une augmentation de la salinisation et nous aussi faisons de recherches aussi sur les traitements des eaux. Et nous devons investir aussi plus en ce qui concerne le stockage. Et cela peut s'appliquer à tous les systèmes. Nous devons augmenter la résilience car le changement climatique est un accélérateur qui va exacerber le besoin de la création de nouvelles filières et cela va nous mener à plus de besoins de financement pour pouvoir pallier au problème qui est un problème à grande échelle. Merci. Merci Tracy. Je pense que c'était très important de nous rappeler sur les véritables défis et aussi mettre l'accent sur des solutions menées par les communautés ou par les besoins de chaque communauté. Je vais donner la parole à Senicha Lodea du DECODA. Elle est chercheuse basée à Vanuatu avec l'expérience en plaidoyer, des coordinations humanitaires et le projet d'adaptation climatique qui se centre sur la résilience. Elle a soutenu DICODA en tant que chercheuse nationale dans une étude régionale sur l'impact du changement climatique sur la nutrition au Pacifique. Son travail se centre sur les solutions posées par les communautés basées sur des preuves dans les Pacifiques. Salut, Cha. Même question pour vous. Sur la base de votre travail récent au Vanuatu, pouvez-vous nous suggérer les actions prioritaires au niveau communautaire et quel est le support additionnel pour les communautés pour s'adapter au changement climatique d'une façon qui protège la nutrition? Merci à tous. C'est un honneur de faire partie de ce panel. J'espère que vous pouvez m'entendre. Alors, pour la question que vous me posez, je vais donner une réponse à deux parties. Les actions les plus importantes que nous voyons au niveau communautaire, l'établissement de zones de préservation des zones côtières et aussi des plantations que nous avons sur le long des côtes pour éviter l'érosion du sol. Et d'autres pratiques que nous avons constatées, c'était jardinage mixte, la culture de manioc et de la plante de cava, qui est une racine qui est utilisée à des fins diverses, et aussi la plantation de bananes près des cultures pour assurer une meilleure culture. Euh,
et un accès plus facile aux familles. D'autres actions étaient la reconnaissance de l'importance des trois groupes alimentaires, hein, euh, que la communauté avait identifiés, et nous avons essayé au moins d'avoir le plus qu'on pouvait, même lorsqu'il y avait de limites quant à l'accès. Maintenant, en ce qui concerne l'eau et l'assainissement, l'hygiène, pendant la période sèche, nous essayons de faire des opérations d'assainissement, donnant de l'eau potable aux femmes et aux enfants pour éviter la déhydratation. Voilà les actions au niveau communautaire et quelques-unes des interventions que nous aimerions voir en ce qui est de l'adaptation climatique. Se centre sur la résilience, l'agriculture résiliente au changement climatique. C'est quelque chose que nous avons donc vu présenté ici dans ce panel. Les deux présentateurs nous ont parlé de l'importance de la résilience pour assurer que la communauté soit donc formée en ce qui concerne le compostage. Et nous avons aussi les traitements des eaux de pluie, et nous avons maintenant des cultures qui sont plus tolérantes. Cela est favorable pour la population vieillissante du Vanuatu. Et par rapport à ce que Tracy nous disait, l'extension la mise à disposition des infrastructures pour des lots potables en utilisant des eaux de pluie qui sont utilisées très fréquemment, mais nous pouvons aussi utiliser d'autres méthodes pour l'assainissement de l'eau. Euh, Utiliser les bombes aussi, des pompes qui ont été réparées récemment. Et nous avons aussi réalisé d'autres analyses en raison la, des difficultés des traitements de ces eaux. Et une autre intervention que nous aimerions voir, hein, c'est de nous assurer de la protection des cultures alimentaires que nous avons identifiées pour quelques communautés. Lorsqu'il y a la nouvelle récolte de manioc, nous voyons qu'il y a des cultures qui sont maintenant de plus en plus fréquentes, mais en raison des événements climatiques, ces cultures en ont été impactées, et nous aimerions donc qu'il y ait plus de soutien à cet égard, parce qu'il s'agit de cultures traditionnelles que les populations pratiquent depuis des décennies. Nous avons aussi eu des conversations sur le soutien pour la santé mentale pour les femmes allaitantes et enceintes. Pendant les temps vulnérables, ces femmes n'ont pas parfois ce soutien d'aide en santé mentale. Ce serait bien d'avoir des programmes en place. Et c'est un besoin qui a été signalé car il s'agit euh, d'une d'un soutien qui permettrait aux femmes donc d'être plus résilientes. Maintenant, nous voyons que les femmes le- sont celles qui soutiennent financièrement, économiquement leur ménage. Et maintenant, elles ont beaucoup plus de responsabilités. Il y a plus de poids euh, sur l'épaule des femmes parce que elles sont donc, comme je viens de le dire, celles qui sont responsables de l'économie ménagère. Donc, il faudrait qu'il y ait plus de soutien, tant au niveau communautaire qu'au niveau national. J'espère que je n'ai pas pris trop de votre temps. Merci. Merci, Selicha. Et la façon dont vous avez mis l'accent sur les solutions locales était excellente, des solutions qui pourraient donc être mises en place par les communautés. Maintenant, je voudrais donner la parole à
au docteur Sandro De Maio. Il a pris ses fonctions de directeur chef du Centre Asie-Pacifique pour l'environnement et la santé de l'OMS, basé à Séoul, en République de Corée, en février 2025. Ce centre dirige les travaux de l'OMS sur le climat, l'environnement et la santé dans les 37 États membres de la région du Pacifique occidental. Le Sandro apporte une combinaison unique d'expertise académique, de leadership exécutif et d'expérience en matière de santé mondiale. Alors, au niveau régional, quel type de partenariat régional pourrait soutenir le mieux les actions nationales pour réduire le risque nutritionnel en raison de changement climatique? Merci, merci. C'est un plaisir de me joindre à ces panélistes excellents. Je suis basée maintenant en Philippines, à Manille. À- je travaille avec mes collègues pour nous centrer donc sur cette région et comme vous l'avez dit, nous nous sommes centrés sur les 37 membres de la région Pacifique occidentale. Nous avons travaillé aussi avec des pays tels que la Chine et les petits États insulaires du Pacifique. Nous avons construit un nouveau programme qui s'est centré sur les systèmes alimentaires, la nutrition, la santé. Et c'est un plaisir donc de partager avec vous quelques réflexions qui sont le reflet des conversations et des éclaircissements que que nous avons eus au cours des ces derniers temps. Il y a trois opportunités sur lesquelles je voudrais mettre l'accent que nous pouvons utiliser lorsqu'il s'agit des systèmes alimentaires et le lien de ces systèmes à l'environnement, à la santé. Le premier, c'est que nous devons tirer parti de l'approvisionnement et aussi des réformes de politique publique et donc connecter les stratégies pour voir quelles sont les conditions qui façonnent nos systèmes alimentaires. En ce qui concerne les chaînes d'approvisionnement, le pouvoir de certaines institutions telles que les écoles, les hôpitaux, les prisons, enfin, leur expérience, leur perspective pourrait nous aider et utiliser ces institutions publiques serait essentiel aussi pour faire avancer les solutions communautaires. La politique aussi sur l'environnement devrait aussi se centrer sur la nutrition, avoir une approche durable pour continuer à soutenir les personnes et favoriser l'environnement. Donc, il faudrait donc faire une transition pour pouvoir nous approcher à ce type de solution, réduire le risque de la transition et aussi nous placer au point de vue du consommateur, des producteurs, des fournisseurs. Le deuxième, c'est que nous devons investir dans des systèmes de suivi intégrés qui puissent associer les données pertinentes aux actions d'anticipation. Nous devons donc utiliser ces données récentes qui sont assez fiables sur la production et sur les euh, commerces et cela peut aider à combler les lacunes en ce qui concerne les euh, problèmes de régime nutritionnel et la conséquence de l'insécurité alimentaire. Nous devons donc utiliser les données de la santé pour améliorer la prévention et connecter tout cela aux efforts qui renforcent la surveillance, le suivi pour atténuer l'impact des inondations et l'augmentation des températures. Euh,
les partenariats régionaux peuvent aussi venir en aide des pays qui ont de problèmes en ce qui concerne les problèmes dans la nutrition, donc en connectant la production agricole au suivi fait pour prévenir les maladies infectieuses. Et la prévention, donc, devient un mécanisme fondamental aussi pour les mécanismes régionaux, parce que nous allons pouvoir associer quels sont les besoins des pays selon les communautés, selon les régions, selon les besoins, etc. Nous devons identifier aussi des systèmes alimentaires locaux. Euh, Nous en avons parlé aujourd'hui, et l'associer avec le climat, la biodiversité, la santé, et cela pourrait donc donner plus d'informations pertinentes aux producteurs à grande échelle, au système, et cela pourrait aider aussi les populations à se procurer les moyens de subsistance nécessaires pour essayer d'atténuer la différence entre la population rurale et urbaine. Et tout cela pourrait aussi être pris en considération pour réduire les risques associés aux catastrophes. Par rapport à la police, aux politiques, nous devons aussi nous centrer sur les chaînes des valeurs parce que autrement nous serions en train de perdre une opportunité. D'évidence peuvent nous aider. Les changements des politiques régionales aussi parce qu'ils pourraient créer de nouveaux mécanismes d'inclure donc la planification et la prise de décision pertinente. Nous devons aussi avoir ces conversations des politiques et pour passer d'une approche du haut vers le bas à une approche du bas vers le haut. Et donc, connecter aussi le système de suivi pour la prévention et une action précoce. Et en troisième lieu, outre ces solutions locales qui ont déjà été identifiées, reconnaître l'importance de mettre en échelle toutes ces solutions pour parvenir à des avancées majeures. Merci beaucoup, Sandro. Vous avez souligné des points très importants. Et permettez-moi maintenant de d'abord remercier tous nos panélistes pour vos contributions qui sont précieuses. Vous nous avez donné beaucoup d'éléments sur lesquels nous pouvons réfléchir. Nous allons passer maintenant à aux questions et aux réponses. Je ne sais pas, Marie, si vous voulez allumer votre caméra. Merci beaucoup. Nous allons donc maintenant répondre aux questions du public. Je vais vous inviter à écrire vos questions dans la case des questions-réponses. Je pense que nous avons déjà quelques questions. La première que je vois ici, est-ce que les panélistes peuvent partager leurs idées sur la façon dont nous pouvons renforcer la résilience climatique et des systèmes alimentaires appropriés dans les pays vulnérables, tout particulièrement ceux qui n'ont pas un système de production agricole approprié en place? Oui, nous avons donc parlé de la résilience agricole, mais ici, on nous pose la question, qu'est-ce que nous pouvons qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la situation des pays ou des régions où il n'y a pas de production agricole ou alimentaire? Bon, je pense que Filippo a déjà répondu pour les Samoa, mais ce que nous pouvons faire, c'est que, bon, Filippo peut prendre euh, la parole pour répondre à la question du Samoa et moi, je pourrais répondre à la question associée à Kiribati. Alors, pour le Kiribati, nous avons soutenu l'UNICEF et les comités
qui a travaillé en la matière il y a quelques années pour améliorer la nutrition en général. Je sais que la question ici était sur le système alimentaire dans les endroits où il n'y a pas de production d'aliments ou de système agricole en place et comment cela pourrait donc affecter la nutrition. Bon, Kiribati est un pays qui est dépendant des importations et la façon d'améliorer les systèmes alimentaires prend une dimension tout autre. Lorsqu'il s'agit de la vulnérabilité du système nutritionnel, il y a des opportunités pour intensifier l'agriculture dans différents domaines. Par exemple, la promotion des initiatives fondées sur la communauté, telles que la production du compostage ou la production aussi des denrées traditionnelles. Et il y a aussi la promotion des méthodes d'irrigation, euh, aussi le jardin hydroponique ou l'innovation aussi en ce qui concerne euh, les solutions qui permettent d'utiliser des outils afin de augmenter la production et contrôler aussi les importations parce que dans quelques pays tels, tels que le Kiribati, euh, il y a des problèmes aussi d'obésité. Donc, selon les problèmes, l'adaptation serait différente. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Mary. Filippo, est-ce que vous voulez compléter, nous donner quelques exemples du Samoa? Oui, je me rappelle, il y a quelques années, nos collègues de Samoa, du programme d'alimentation, ont fait un exercice de remue-ménage, de brainstorming avec le gouvernement pour faire quelque chose ensemble en ce qui concernait l'obésité. Pas nécessairement lié au choc climatique, mais les chocs climatiques ont été pris en considération dans la conversation. Alors, ils avaient proposé de commencer à travailler avec les données fournies par le gouvernement, que ce soit de la nutrition, le coût du régime nutritionnel, par exemple, et aider les gouvernements à prioriser certaines activités. Malheureusement, je n'ai pas pu participer à l'intégralité du processus. Donc, je ne sais pas quel type de perspective ou quel type de système nutritionnel ou éducationnel a été priorisé, mais je recommande aux collègues de se prendre en contact avec mes collègues à Samoa. Merci beaucoup. Oui, j'aurais une question de suivi par rapport à ce que vous avez dit, parce que nous avons commencé à parler de l'obésité, vous l'avez soulevé dans vos présentations, qu'il y a un manque de données par rapport au lien entre l'obésité et l'impact climatique. Avez-vous des idées sur la façon dont nous pouvons commencer à travailler dans ce domaine? Comment pouvons-nous combler cette lacune de données liées à l'obésité, mais aussi liées au genre et à les inégalités? Filippo? Oui, bon, je ne suis pas un expert dans ces domaines, mais le cadre de filière conçu que nous venons de découvrir a été très utile.
mais aussi l'université d'Oxford a un centre de recherche à Nauru. Peut-être je peux les contacter, mais ils se centrent sur l'obésité. Et je suis sûre qu'ils ont quelques éclaircissements aussi de ce lien entre l'obésité et le choc climatique. Merci beaucoup, Filippo. Y a-t-il d'autres commentaires sur les panélistes par rapport à comment pouvons-nous combler les lacunes qui existent dans les données liées à l'obésité et au changement climatique? Oui, je passais 15 ans de ma vie à travailler dans la prévention de l'obésité et je viens de passer 3 mois à faire de la recherche là-dessus. Et nous avons parlé des actions triples, n'est-ce pas? Et les réponses doivent aussi prendre en considération l'allaitement dans une des premières étapes, hein. Et les interventions aussi dans la nutrition, nous savons que l'allaitement et la nutrition appropriée a un impact positif pour éviter les retards de croissance et aussi après les processus que nous avons déclenchés et tout particulièrement dans le Pacifique, nous avons vu euh, une crise qui s'est exacerbée par l'insécurité alimentaire, par les événements extrêmes du climat et les catastrophes. Eh bien, il y a des données qui existent en ce qui concerne les maladies non transmissibles. Euh, il y a des données qui se centrent sur des données anthropométriques, biochimiques. Il y a aussi l'OMS qui soutient la plupart de ces efforts et des pays membres. Nous avons, par exemple, aussi des données sur les façons dont nous pouvons mieux interconnecter les différents phénomènes. Par exemple, il y a les ONG aussi, les agences de l'ONU qui peuvent nous donner une interprétation euh, plus ciblée des données manquantes, étant donné les manques de données en ce qui concerne l'obésité. Oui, ce sont des commentaires assez intéressants par rapport à l'approche que nous pourrions prendre. Nous avons aussi une autre question dans la fenêtre des questions de réponse. Est-ce que vous pouvez nous éclairer par rapport à la façon dont nous pouvons faire du progrès en ce qui concerne l'équité? C'est une question assez, disons, assez large, mais peut-être quelqu'un euh, souhaiterait faire un commentaire là-dessus. Bon, je sais que nous avons tous quelque chose à apporter à cet égard, mais par rapport à l'équité, je dirais que c'est la question la plus importante, l'une des questions les plus importantes. Tracy, Célicia, Filippo et Maria nous en ont parlé dans leur présentation, que ce soit les inégalités sur le genre, sur les handicaps. Ces inégalités sont exacerbées par tous ces défis. En ce qui concerne l'accès aux aliments, la... nous voyons que l'effet du changement climatique empire les choses. Et les interventions que nous avons discutées, les protections sociales, l'appui aux communautés locales,
doivent aller dans le sens de soutenir les communautés pour éviter ou pallier à ces inégalités. Nous devons considérer le problème aussi et peut-être concevoir des solutions qui pourraient vraiment cibler les, les racines, les causes. Peut-être d'autres pourraient aussi faire des commentaires. Bon, je ne suis pas experte en matière d'égalité ou d'équité, mais oui, nous avons interviewé des personnes qui ont participé dans la collecte de données que nous avons réalisée et dans la présentation, nous avons soulevé l'importance d'avoir la perspective de ces groupes quand nous concevons les interventions pour faire en sorte que les solutions soient significatives pour ces groupes minoritaires et pour promouvoir l'égalité. Par exemple, prenons le genre. Nous devons allouer plus de ressources, plus de formation, plus d'éducation à toutes ces questions. À Vanuatu, c'est sûr que cela pourrait améliorer la situation. Je vais donner la parole à Tracy au Célicia parce que c'est vrai que c'est une situation assez unique où les femmes doivent assumer un nombre accru de responsabilités. Bon, merci beaucoup, Mary. Je pense que nous allons devoir clore notre séance. Merci de vos éclaircissements. Nous avons une autre question dans la fenêtre des questions-réponses, mais nous allons y répondre par écrit. Alors, bon, permettez tout d'abord de remercier nos panélistes aujourd'hui. Toutes les présentations ont été très intéressantes car elles nous offrent des éclaircissements euh, à propos de ce que nous pouvons faire. Et je voudrais aussi partager avec vous quelques leçons tirées, hein. Premièrement, l'urgence de l'action. Le changement climatique est déjà une réalité et a un effet sur les résultats nutritionnels. Il va donc avoir un impact sur les plus vulnérables, dont les femmes, les enfants, des communautés marginalisées. La deuxième leçon, c'est, oui, les preuves. Nous avons des preuves, mais il y a de lacunes importantes par rapport aux données. Nous devons pallier à ces lacunes, mais aussi nous devons traduire ces données en des actions. Et Sandro le disait aussi, il nous a dit que nous avons des données, mais nous ne faisons pas tout ce que nous pourrions faire parce que ces données n'ont pas informé d'autres données nécessaires pour la création de programmes, la prise de décision. Et nous avons aussi vu l'importance de l'évaluation que le climat ou les risques des événements climatiques sur la nutrition et aussi prendre en considération les vulnérabilités existantes en matière de nutrition. Il y a de bonnes solutions qui existent à différents niveaux et dans les différents contextes, mais ce sont les interventions localisées les, qui sont les plus appropriées en nous centrant sur la nutrition et aussi le transfert de bons et, les actions d'anticipation qui peuvent se traduire par des actions sur le court et sur le long terme qui pourraient aussi déboucher sur des stratégies pour mieux adapter nos systèmes, pour les rendre plus résilients au climat. Et il y a aussi un point important sur la localisation et l'agenda, comment lier ces deux éléments. Et c'est tout à fait important parce que le cluster travaille déjà dans une stratégie sur 5 ans
et nous mettons l'accent sur l'amélioration des efforts au niveau local. Donc, il s'agit ici de reconnaître le rôle essentiel des acteurs locaux et des systèmes locaux pour susciter des actions pertinentes. Nous avons aussi parlé de l'égalité, de l'équité, et c'est important aussi d'ajouter la perspective de l'équité, de la mettre au cœur de nos actions. Nous savons que le choc climatique ont un impact accru sur les populations euh, avec un handicap et sur les femmes. Et finalement, le partenariat et le plaidoyer. Nous devons faire des alliances au niveau local, régional et mondial pour mettre la nutrition au cœur des actions de financement et la création de politiques et pour que la nutrition devienne donc un sujet de conversation au niveau mondial, rendre beaucoup plus visible donc nos partenariats et voilà. Et une annonce finale, il y aura une nouvelle étude qui sera publiée sur la relation du changement climatique et les urgences en matière nutritionnelle. Il s'agit d'un travail du GNC et du groupe de travail de crise climatique soutenu par donc nos partenaires. Donc voilà. Je voudrais vous remercier encore une autre fois de votre participation active à ce webinaire. Un grand merci à nos orateurs et j'espère que nous allons pouvoir continuer à travailler ensemble et continuer à promouvoir notre agenda de nutrition et climat. Merci beaucoup et un grand merci à Dicoda, à Save the Children, la WFP, l'OMS. Si vous voulez soutenir la nutrition dans les contextes d'urgence, vous pouvez vous joindre à notre réseau, le réseau de GNC. Et vous voyez ici donc toute notre équipe. Vous pouvez avoir plus d'informations en cliquant sur le bouton là. Et si vous voulez recevoir, nous voulons recevoir votre rétroaction. Nous vous remercions de compléter l'enquête. Mais un grand merci pour vos éclaircissements, pour votre enthousiasme sur ce thème colossal que nous devons tous attaquer. Merci beaucoup et passez une bonne journée. Merci.